mes chers collègues, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Halima Hakam. J'ai été sollicitée hier à la dernière minute, en fin de soirée, pour préparer à la hâte avec mon ami le docteur Nadia Rissassi une communication qui n'était pas la nôtre. Je ne sais pas s'il y a dans la salle des gens qui ont assisté l'année dernière à ma conférence plénière sur l'éco-laser, et qui était en fait une conférence qui appartenait à M. Pizzari, et j'ai dû faire face à combler ce vide en préparant la communication en 48 heures. Et je pense que cette fonction de remplacement va être mienne dorénavant. Voilà. Donc, la communication s'intitule Évolution de la classification TERAT et des indications de la cytoponction. 25 ans déjà, Mazzaferi nous enseigne qu'à partir de 30 ans, 20% de la population va avoir un nodule à cet âge-là et que chaque décade, il y aura une augmentation de 10%. C'est-à-dire, si on prend 100 femmes de 50 ans, on va trouver dans 40% des cas des nodules de la thyroïde. Le diagnostic n'est pas palpatoire, puisque 4,2% des nodules sont découverts à la palpation, alors que c'est l'examen échographique ou à l'autopsie qu'on va faire le plus grand nombre de diagnostics. S'occuper d'un nodule de la thyroïde, c'est s'occuper d'un patient qui vient chez vous et qui vous demande, sa première question, est-ce que j'ai un cancer? On sait que l'incidence des cancers a augmenté, parce qu'il y a une slide qui montre une augmentation croissante des cancers de la thyroïde, alors que la mortalité ne l'est pas du tout. Donc là, c'est le premier point, il faut rassurer le patient. Sur ces slides, vous voyez qu'en 2030, il y a une projection où l'on dit que le cancer de la thyroïde va être le deuxième chez la femme, après celui du sein, et le troisième chez l'homme, après celui de la prostate et du poumon. La stratification du risque du cancer de la thyroïde, c'est d'abord clinique. Je pensais bien faire parler de cela avant de parler de la stratification radiologique. Il y a une histoire, il y a une notion de contexte à risque, il y a l'examen clinique et les signes physiques, il y a une analyse qu'on devrait faire obligatoirement, celle de l'atterrissage, et ces slides avaient montré que plus on avait une TSH élevée, plus il y avait une prévalence du cancer de la thyroïde. Cela reste à vérifier. Alors, stratifier le risque du cancer de la thyroïde avec l'amélioration de l'examen échographique et l'avancée technologique, les sondes de haute fréquence, a permis l'amélioration de la sémiologie et des guidelines ont vu le jour, celles de 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 et finalement celle, le TERAS 2017. La première, donc voici donc la répartition des différents TERAS. La première, c'est celle du Chili, c'est celle de 2009. Vous voyez qu'elle est catégorisée en 6 scores. Nous ne l'avons jamais utilisée au Maroc, puisque nous sommes des francophones et nous suivons la rive nord de la Méditerranée. Celle de Bec ou de la Corée du Sud n'est utilisée qu'en Corée, avec une stratification en 5 classes ou en 6 classes. Et celle de Gilles Russe, que nous avons utilisée depuis 2013 et qui nous semblait la plus facile à utiliser. Quand on a un nodule de la thyroïde, il y a des signes de forte suspicion qu'il faut retrouver. Ils étaient au nombre de 5 dans cette classification. Taller than wide, plus épais que large, les pores irréguliers, les microcalcifications, le fortement hypoécogène, le fort gradient, et finalement le 5e caractère qui est la rigidité à l'élastographie. Quand un nodule n'a aucun signe de forte suspicion, nous sommes dans la bénignité. Mais il faudrait voir son écostructure. Si c'est un simple kyste, s'il est spongiforme, si c'est un white knight, qu'on retrouve très fréquemment dans la Hashimoto, si c'est un magma de nodules isoécogènes, c'est une hyperplasie nodulaire, c'est une calcification isolée, une macrocalcification, nous sommes dans le TERAS 2. Par contre, si nous sommes dans un nodule iso ou hyper, nous sommes dans le 3, direct. Mais il n'y a aucun autre signe
de forte suspicion. Dès que nous avons un signe de forte suspicion, si nous avons l'hypoécogène nous met directement dans le 4A. Dans le 4A, c'est l'hypoécogène à faible gradient, comme l'appellent certaines personnes, dont Jean Travaloni. 1 à 2 signes sans métastase nodulaire, nous sommes dans le 4B. Au-delà, 3 à 5 signes, ou bien avec des métastases, nous sommes dans le TRAS 5. De 2013 à 2017, c'était donc la classification. Donc, aucun signe de suspicion, nous sommes dans le bénin, voir s'il est kystique, voir s'il est iso-hyper. Iso-hyper, nous sommes dans le TRAS 3. Le faiblement hypoécogène, nous sommes dans le 4A. Le fortement hypoécogène ou un autre signe, 1 à 2, nous sommes dans le 4B. Au-delà, nous sommes dans le 5. Donc, c'était clair et bien net. J'étais obligée de parler de la classification de l'ATA, bien que c'est une classification qu'on n'a jamais utilisée. Elle nous semblait un petit peu compliquée parce qu'eux, ils parlent du bénin, du very low suspicion, et de low suspicion, intermediate suspicion and high suspicion. Finalement, en 2017, l'European Thyroid Association Guidelines a vu le jour. Qu'est-ce que le eThyroid? C'est un acronyme de l'European Thyroid Imaging Protein and Data System. Ce sont les guidelines de l'European Thyroid Association. Un système qui va comporter un lexique illustré, un compte-rendu standardisé, pour que si un patient passe d'un médecin à l'autre, que l'examen échographique soit standardisé, un score pour la stratification du risque de malignité, finalement aboutissant sur des recommandations de prise en charge. Voici donc le vocabulaire. Il faut parler d'abord de la forme. C'est une forme ovale, c'est une forme en faveur de la bénignité. Une forme non ovale, que ce soit plus épais que long ou plus épais que large, ou ronde, on n'est plus dans le bénin, c'est une forme de suspicion. L'écogénicité, on sait que l'anécogène c'est le kystique, l'hyperécogène, l'isoécogène c'est le TRAS 3, l'hypoécogène modérément ou fortement, tout ça devrait figurer sur un compte-rendu échographique. L'halo, est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est absent? Quand il est présent, est-ce qu'il est fin ou épais? La présence de calcification, macrocalcifications, elles sont centrales, elles sont périphériques, elles sont continues encore, elles sont discontinues, ou bien la présence de microcalcifications qui sont les fortes suspicions. La rigidité, basse, indéterminée ou élevée. On passe au contour. Les contours devront être bien définis. Ces contours sont-ils réguliers? Sont-ils flous? Sont-ils irréguliers? Sont-ils microlobulés ou spiculés? Sur un compte-rendu échographique, nous devrons retrouver ces caractéristiques. Et puis, les ponctuations hyperéchogènes, qui peuvent être soit des microcalcifications, ça peut être des granulations colloïdales, à ne pas confondre, ça peut être des gravités microkystiques qui donnent au fond un dépôt de liquide qui peut simuler des microcalcifications, et des fois ce sont des ponctuations hyperéchogènes indéterminées. Quant à l'écostructure, bien sûr, il faut la définir. Est-ce qu'elle est solide? Exclusivement? Très majoritairement? Est-ce qu'elle est mixte, à prédominance solide? Kystique? Est-ce qu'elle est kystique pure avec sédiments? Est-ce qu'elle est spongiforme? Et puis finalement le contact capsulaire, très important. S'il est absent, il faut qu'on soit, il faut qu'il y ait plus de 2 mm entre la capsule du nodule et la capsule de la thyroïde. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est franchi? Finalement, la vascularisation devrait être étudiée minutieusement. Une vascularisation absente, on parle d'avasculaire, une prédominance périphérique, mixte ou une prédominance centrale. Finalement, le score eThyroid s'appelle le jour. Plus simplifié, nous avons un nodule de la thyroïde, nous n'avons aucun signe de forte suspicion, nous sommes soit dans l'anécogène, soit dans l'entièrement iso ou hyper, soit modérément hypoécogène, c'est-à-dire aucun signe des 4 signes de suspicion, plus épais que large, les microcalcifications, les fortement hypoécogènes, les contours, voilà les contours spiculés ou réguliers. Nous sommes donc à ce moment-là uniquement tenus de lire l'écostructure. Un écogène entièrement spongiforme, c'est le TRAS 2. Il est bénin presque à 100% et ça représente 5% des nodules. Si nous sommes dans l'iso ou l'hyperéchogène, nous sommes dans le TRAS 3 comme l'ancienne classification de Gilrus de 2013.
le risque est de 2 à 4% de malignité, et ça représente 63% des nodules, c'est la majorité des nodules. Nous sommes dans le modérément hypoécogène, même en partie, c'est-à-dire si la partie tissulaire elle est iso ou hypo et en partie elle est hypo-lipo, l'on porte sur l'iso et hyper, nous sommes dans un risque intermédiaire, c'est le TARAS 4, et le risque est de 6 à 17%, et ça représente 28% des nodules. Par contre, la différence entre le 2013 et le 2017, c'est qu'ici on parle d'un seul signe de forte de suspicion. Dès que nous avons un seul signe, nous sommes dans le score 5. Nous ne sommes plus dans les 2 à 3, 1 à 2, et nous ne sommes plus dans les 3 à 5. Nous avons ramassé le 4B de l'ancienne classification de TARAS 2013 et le 5 dans un même panier. Donc finalement, avoir un seul signe, forte suspicion, microcalcification, les compteurs réguliers, plus épais que large, il suffit d'un seul signe pour se retrouver dans la case rouge. Alors à ce moment-là, nous sommes dans le TARAS 5 et le risque de malignité est de 26 à 87%. Et ça représente uniquement 5% des nodules. Voici donc les recommandations anciennes de la French Society of Endocrinology pour le management des nodules de la thyroïde. Concernant la cytoponction, si nous avons des modifications de la classification TARAS, ça va avoir automatiquement un impact sur les indications de la cytoponction, cela va de soi. Donc ici, c'était les indications de la cytoponction et le management des nodules de la SFE de 2013. Après, bien entendu, un interrogatoire, un examen clinique et une TSH normale, nous nous orientons vers un examen échographique, obligatoire. Et donc, à partir de 20 mm, tout nodule était susceptible de subir une cytoponction, même s'il n'y avait aucun facteur de risque afin de ne pas méconnaître une tumeur PT2. Alors, rester des nodules entre 7 et 20 mm, nous retrouvons de 7 à 10 mm, en fait, c'est la case qui regroupait le 4B et le 5 de la TARAS de 2013 de Gilles Russe. Quand nous avons un contexte à risque ou bien un nodule à risque, un nodule qui est entre 7 et 10 mm, vous pouvez imaginer que c'était le panier qui regroupait le score 5 et le score 4B. Une cytoponction était systématique. À partir de 10 mm, ça regroupait uniquement le score 4A de la classification TARAS de Gilles Russe de 2013. Le score ETARAS, avec ses indications de cytoponction, a changé. Quand nous avons un nodule thyroïdien, nous sommes dans l'aucune forte suspicion, pas de cytoponction dans le TARAS 2. Dans le TARAS 3, l'iso ou l'hyperécogène, cytoponction à partir de 20 mm. Dans le modérément hypoécogène, même en partie, risque intermédiaire, cytoponction à partir de 15 mm, alors que tout à l'heure, dans le 2013, la cytoponction était à partir de 10 mm. Voici donc le premier changement. 10 mm pour 2013 et 15 mm pour 2017. Quand on a un seul signe de forte de suspicion, nous sommes dans le TARAS 5. Je vous ai dit tout à l'heure, ça regroupait le 4B et le 5 de la classification 2013. Et là, c'est deux sous-groupes. Une cytoponction si nous avons plus de 10 mm. Une cytoponction pour les moins de 10 mm. À condition d'avoir soit un ganglion suspect, soit une métastase à distance, soit une augmentation de taille rapide, et je rappelle ici que l'augmentation de taille d'un nodule, c'est l'augmentation de plus de 2 mm dans deux axes de nodule par an, ou bien ou une augmentation de plus de 50% de son volume. Très important à retenir. Soit qu'il y a une multifocalité suspectée ou dans les âges inférieurs aux 40 ou 55 ans. Donc voici donc les différences qu'il y a eu. TARAS 2013, TARAS 4A qui est devenu TARAS 4 en 2017. Ensuite, on fonctionne à partir de 15 mm au lieu de 10 mm. Pour le TARAS 5, ça regroupe le 4V et l'ancien score 5. Et ensuite, on fonctionne à partir de 10 mm quand il n'y a aucun signe sur quand il n'y a aucune métastase, ou de ganglion ciblé, ou d'augmentation de la taille, ou de contact juxtacapsulaire. Voilà donc les indications de la cytoponction de 2017 à partir de l'EMERAS 2017. Et je crois que je vais donner la parole à ma collègue, Nédel Cécile, pour vous parler de ce que c'est qu'un compte rendu standardisé et pouvoir aboutir sur ce cas clinique.
Bravo, Dr. Halim Hakam, pour votre excellent exposé. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Dr. Nadia Rissassi. Alors, comme a dit mon ami Halima, donc le E-TIRAD est venu pour faciliter la classification. Donc, juste pour récapituler en résumé, donc le E-TIRAD 1, c'est tout échographie qui est normale. E-TIRAD 2, c'est l'équivalent de TIRAD 2. E-TIRAD 3, c'est l'ancienne TIRAD 3. Alors, la différence, c'est le 4 et le 5. Alors, anciennement, c'était 4A et 4B. Là, le E-TIRAD 4, c'est l'équivalent de TIRAD 4A. Et le 4B plus l'ancien 5, c'est le TIRAD 5. Donc voilà, c'est censé faciliter la classification et pour unifier la stratification du risque. Alors avant de... Donc il faut qu'on soit exigeant par rapport aux échographistes qui font l'échographie thyroïdienne. Tout d'abord, il faut toujours écrire le motif de l'examen, l'histoire clinique et biologique, la difficulté. Des fois, on a des concours, des patients qui ont une dyspnée, il faut aussi le mentionner. Il faut également parler de la technique, l'équipement, la date de mise en service, et bien sûr les difficultés particulières liées aux patients, comme je viens de dire tout à l'heure. Et les résultats, tout d'abord on exige une biométrie, un volume du lobe droit, du lobe gauche, du volume de la thyroïde totale, l'échogénicité. Alors après on passe aux différents nodules, avec leur taille, leur forme, les contours, leur volume, pas uniquement les deux axes. Les volumes de chaque nodule, comme ça dans le suivi ultérieur, on compare différents volumes. La localisation, le score E-TIRAD, il faut faire à la fin une cartographie pour situer chaque nodule et ça va faciliter le suivi ultérieur. Et bien sûr, chaque numéro attribué à un nodule, il faut toujours le conserver. Si par exemple un nodule a disparu, ou un nouveau nodule a réapparu, il faut lui attribuer un nouveau numéro, par exemple N1', N1, N2, N1'. Et bien sûr, dans le suivi des échographies des nodules thyroïdiens, il faut toujours parler de l'évolution dans la conclusion. Par exemple, régression des nodules, apparition de nouveaux nodules, diminution du volume ou modification de l'écostructure. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier l'étude des ganglions et surtout le secteur 3 et 4. Et bien sûr, en conclusion, il faut conclure, est-ce que la thyroïde est de taille normale ou un goitre, la classification TIRAD des différents nodules et l'évolution volumétrique, comme je viens de parler. Et les conduites à tenir, par exemple, il faut par exemple faire une stop-onction pour tel ou tel nodule. Donc voici le schéma de la cartographie. Donc il faut situer chaque nodule. Donc voici des exemples, voilà, des petits quiz. À vous de jouer. Alors c'est un nodule qui a une forme régulière, c'est-à-dire la forme ovale. L'écostructure, il est tissulaire. L'échogénicité, il est isoéchogène. Alors, il est classé quel E-TIRAD? Voilà, exactement, c'est un E-TIRAD 3. Alors, donc on va parler de... Donc celui-là, il a une forme qui n'est pas ovale, c'est-à-dire anciennement plus épais que large. C'est un signe d'agressivité. Voilà, comme on voit, ça c'est antérieur, ça postérieur, il est plus épais que large. Donc c'est une forme qui est irrégulière. Alors déjà on a un signe de forte suspicion, donc on le classe dans quel... Exactement. Alors pour celui-là, il est ni plus épais que large, ni plus épais que long, mais la forme elle n'est pas ovale, c'est une forme irrégulière quand même. C'est une forme ronde, voilà, c'est une forme non ovale. Donc on est dans le E-TIRAD 5.
Maintenant, après la forme, les contours. Donc on a les contours réguliers et les contours irréguliers. Et les contours flots. Alors il faut faire les contours flots, ça ne veut pas dire que les contours sont irréguliers. On peut avoir des nodules bénins qui ont des contours flots. Contours flots, c'est tout simplement on perd les contours. On voit pas tous les contours, tout le contour dessiné, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire toujours que c'est malin. Ça augmente un petit peu le risque de malignité. Alors ça, c'est des contours réguliers, iso-écogènes, forme régulière. Donc on est toujours dans le ETR3. Voilà, les contours flous, ils sont flous. Voilà, c'est-à-dire on n'arrive pas à dessiner les contours, tout simplement. Voilà, ça c'est des contours flous. Alors, je tiens votre attention, par exemple, des fois quand on a des nodules qui ont des contours flous, on peut s'aider par l'encorbellement vasculaire pour dessiner un peu le nodule. Alors, voici, c'est des contours spiculés. Alors, normalement, il y a les contours réguliers, les contours flous et les contours irréguliers. Pour les contours irréguliers, on a soit les lobulations, soit les spiculations. En principe, les spiculations sont beaucoup plus spécifiques que les lobulations. Donc pour les lobulations, il faut 3 lobulations pour que ça soit suspect. Et pour les spiculations, docteur Gilbert, je me rappelle, il nous avait dit 1 à 2 spiculations. Là, je vois 3 spiculations. Donc là, on est dans des formes irrégulières, dans des contours irréguliers. Donc on a... Alors par exemple, on va commencer par... donc celui-là, on a une écostructure tissulaire. La forme elle est régulière, mais les contours sont irréguliers. On a une zone qui est fortement hypoécogène. Donc on a plusieurs signes quand même. Donc c'est un euthyrat. Donc celui-là, c'est une forme qui ronde et on a des lobulations. Une lobulation, 2, 3. Il est isoécogène. On a 2 signes de forte suspicion. On est aussi dans les 5. Donc on a une forme qui est irrégulière, des contours irréguliers et des microcalcifications. Là on a là on a 4 signes, donc on est déjà dans le stade. Donc voici un exemple sur les lobulations. Elles sont plus apparentes. Voilà, 1, 2, 3, 4 et fortement hypoécogènes. Alors maintenant on va parler des ponctuations hyperécogènes. Effectivement, des fois, on reçoit des comptes rendus en disant que c'est des calcifications, or que c'est rien d'autre que des granulations colloïdales. Donc les microcalcifications, c'est des ponctuations hyperécogènes, arrondies ou rarement linéaires, mesurant moins de 1 mm de diamètre, et sans compte d'ombre, et sans artefact en queue de comète. Donc tenir compte de leur nombre, il faut au moins 5 pour dire que c'est suspect. Donc là, c'est des microcalcifications. Elles sont apparentes là. Mais c'est pas toujours évident. Des fois, l'échographe a ses limites. Il faut dire en compte. Alors là, les calcifications, elles sont bien visibles. On n'a pas toujours la chance de voir tout ça. Des fois, vraiment, quelques petites ponctuations hyperécogènes, même malgré le zoom, malgré la performance, même si on augmente même avec des sons de haute fréquence à 18 MHz, des fois, c'est pas évident. Donc, par exemple, dans le compte rendu, on peut dire c'est des ponctuations hyperécogènes pouvant correspondre à des microcalcifications. Alors là, c'est l'exemple des granulations colloïdales. Donc là, on est dans des kystes, formation kystique. C'est des granulations colloïdales. Moi, comme je dis à mes patients, c'est comme du miel épais avec des condoms. Voilà, donc ça, c'est des granulations colloïdales. C'est la colloïde épaisse avec des condoms. En queue de comète. Donc les granulations colloïdales, c'est des ponctuations hyperécogènes de taille comprise entre 0,5 et 4 mm. Donc situées dans la colloïde, générant un artefact en queue de comète ou mobile. C'est vrai que des fois, ils sont mobiles, donc c'est facile à voir. Alors des fois aussi, on a des micrologettes kystiques. Et comme a dit mon ami Dr Halima Hakam, c'est
C'est des ponctuations hyperéchogènes qui viennent d'équilibre sédimenté au niveau des petites cavités. Là aussi, c'est pas toujours évident à mettre en évidence. Alors, les macroclassifications, elles sont plus faciles à identifier. Elles sont soit linéaires, soit en coq-fleuve. Donc, normalement, alors les macroclassifications isolées, c'est de E-Tyrad, c'est bénin. Par contre, quand on trouve des macroclassifications périphériques discontinues, en principe, ça augmente un peu le risque de malignité. Mais c'est des signes non-Tyrad qui augmentent le risque de malignité. Donc, les macroclassifications ne sont pas spécifiques de la malignité, leur présence doit être mise en relation avec les autres signes échographiques présents, les signes Tyrad, c'est cardiaque. Alors, pour l'hypoéchogécité marquée, donc, comme on le voit bien, ce nodule est fortement hypoéchogène, c'est-à-dire il est plus hypoéchogène que le muscle trithyroïdien. Donc, il est fortement hypoéchogène. Donc, ce nodule aussi est fortement hypoéchogène. Alors, on va décrire ce nodule. Donc, ce nodule, donc l'écostructure est tissulaire, il a des contours irréguliers, il est fortement hypoéchogène, plus épais que large, donc forme et contours irréguliers, donc tissulaire, fortement hypoéchogène. Donc, les 4 signes de l'E-Tyrad, de forte suspicion, donc on est dans le E-Tyrad 5. Il y a aussi des microclassifications comme on peut le voir. Donc celui-là aussi, donc il est tissulaire, donc la forme elle est irrégulière, les contours sont irréguliers, comme on le voit bien, c'est des microlobulations. Et bon, c'est un signe d'invasion. Donc il faut retenir ça, les microlobulations, les spéculations, c'est un signe d'invasion. Et donc il est plus épais que large, microlobulé, fortement hypoéchogène, donc bien sûr on est dans le Tyrad 5. Ça c'est des images. Alors par exemple celui-là, donc il est tissulaire, il est isoéchogène, forme régulière, donc c'est un E-Tyrad 3. Celui-là c'est un spongiforme, donc il faut retenir cette image du spongiforme. C'est un E-Tyrad 2. Celui-là c'est un kyste, donc c'est un E-Tyrad 2, anéchogène. Alors je cherche le E-Tyrad 4. Celui-là. Ouais, donc il est juste modérément hypoéchogène. Donc c'est un E-Tyrad 4. Donc les autres c'est de E-Tyrad 5. Donc voici des vidéos. C'est des cytoponctions faites par nos soins. Alors c'est des cytoponctions d'un nodule réalisées par, je pense, par l'équipe. Deuxième vidéo. Donc on utilise des aiguilles 27 gauges de longueur entre 20 mm et 40 mm en fonction de la distance, de la profondeur du nodule. Donc il y a deux techniques de cytoponction, soit par le petit côté, soit par le grand côté. Donc c'est un nodule qui est hypoéchogène. C'est un E-Tyrad 4. J'arrive pas à
Ça, c'est un nodule TRAT 5 selon la classification ETRAT, qui fait 7 mm de diamètre. On l'a cytoponctionné parce que, s'il faut aider-moi, nous sommes sur la classification de Gilles Russe, donc nous restons sur le 2013. Nous pensons que la classification ETRAT, elle a simplifié, en même temps compliqué, parce qu'elle a mis dans un même panier des nodules de TRAT 4B et de 5. On ne sait plus si à 7 mm on peut cytoponctionner ou pas. Nous avons cytoponctionné et c'était un papillaire. Nous sommes partis sur ça. Donc vous avez vu, c'est à la transsismique. Nous faisons la technique de transsismique, qui est la technique qui prépare au traitement par les thermoablations. C'est la technique de choix en Corée du Sud. Ça, c'est mon ami Fouad qui fait la cytoponction. Il devient spécialiste des micronodules. Nous travaillons ensemble. Tantôt c'est lui qui cytoponctionne, tantôt c'est moi. On va regarder l'important contact capsulaire de ce nodule. Ça, c'est moi, je crois. On est proche de la carotide primitive, il est vrai, mais c'est l'intérêt d'être à deux parce que nous travaillons à la technique italienne. L'un prend la sonde, l'autre pique. Après, on change. Parce que quand vous prenez la sonde en même temps que vous piquez, ben, à un moment donné, vous perdez l'aiguille. Si vous perdez l'aiguille, vous êtes perdu. Il faut arrêter le geste, retrouver l'aiguille, retrouver l'image, enfin le biseau qui rentre et qui sort, pour aller directement dans le nodule. On s'arrête. On avait commencé par cytoponctionner chacun de son côté. On s'est rendu compte qu'on ne faisait pas très bien les cytoponctions. Quand j'ai fait un passage en Italie, j'ai vu comment deux radiologues travaillaient. Ils travaillent à deux. Ce sont deux radiologues. L'un prend la sonde, l'autre pique. Après, il change. Depuis qu'on a commencé à le faire depuis presque 2 ans, eh bien, on a de très excellents résultats. On a une bonne série de cytoponctions et une bonne série de cancers. Nous avons même eu un anaplasique. Voilà donc un petit nodule qui est niché en postérieur, droit. Regardez l'aiguille de Fouad, fabuleux. Ça, il faisait, je pense, 6 mm, ce nodule. Et c'est surtout le contact capsulaire postérieur qui nous a poussé à le cytoponctionner. Donc, on était dans le moins de 10 mm avec important contact capsulaire de la classification ETRAT. Regardez l'important contact capsulaire. Je crois que ça, c'est un nodule qui est à gauche, puisque nous rentrons comme ça en transsismique. Fortement hypoécogène, rond, important contact capsulaire, moins de 10 mm. C'est vous dire qu'on ose quand même faire des gestes un peu qu'on n'osait pas faire il y a peut-être 3 ans. On allait sur les grands nodules. Et des fois, ça nous arrive de donner même des vidéos aux patients pour qu'ils sachent qu'on était dans leur nodule. Parce que des fois, on a des cytoponctions que nous ramènent les patients. Ils disent que c'est bénin. Le nodule était tellement petit, on se pose la question, est-ce que vraiment l'échographiste qui a fait ça et qui a cytoponctionné était bien dans le nodule? La dernière fois, on a remis une vidéo à la personne, on lui dit, maintenant vous êtes sûr, on est dans votre nodule. Voici votre vidéo, et on attend le résultat. Donc forme ronde, odeur hypoécogène. Donc je pense que c'est la dernière, on n'a pas pu vous passer plus, on en a beaucoup, mais on a été prise au dépourvu pour vous présenter cette communication. Donc je vous prie de ne pas nous en tenir,
de prendre en considération cette histoire d'une préparation d'un atelier à la dernière minute, à la hâte. Et je vais donner à Madame Elissassi pour conclure. Donc en conclusion, donc c'est simple, la classification E-Tayrat est venue pour simplifier la classification Tayrat, mais j'ai un petit commentaire. Voilà, l'intervalle du risque d'humanité est beaucoup plus large. Par exemple, pour le score Tayrat 5, on est passé de presque certainement malin. Là, quand on a un Tayrat 5, un intervalle de confiance qui est beaucoup plus large. On est passé de 99% pour l'ancienne classification à 26 à 87%. Et pour le SCAT 4, il n'y a pas une grande différence. Par exemple, donc là, on est vraiment... le patient, quand il vient, il veut un pronostic. J'ai un nodule, oui, combien j'ai de risque de malignité. Quand on avait un Tayrat 5, on lui disait certainement malin. Ou un 4A, on lui disait vous avez entre 5 et 10% de risque de malignité. Le 4B, il était à 69%. Là, on est vraiment mal à l'aise. Il a soit le 4, soit le 5. Le 4, on est entre 6 à 17% de risque de malignité. Et le 5, l'intervalle est très large. On lui dit entre 26% jusqu'à 87%. Et même dans la PAC, des fois, il est mal à l'aise. Il nous appelle au téléphone, il nous dit vous avez écrit E-Tayrat 5. Moi, j'avais juste un signe de forte suspicion. Il est mal à l'aise, il n'arrive pas à trouver le... Pour lui, Tayrat 5, c'est toujours mal. C'est plus toujours le cas. Donc, je ne sais pas, est-ce que... Bon, ça, c'est mon point de vue. C'est le seul... il y a les points forts de l'E-Tayrat. Et les points faibles, pour moi, c'est l'intervalle de confiance qui est trop large. Surtout pour le stade 5, le Tayrat 5. Je vous remercie pour votre attention. Je partage tout à fait ce que vient de dire Madame Elissassi. Effectivement, même si elle a simplifié, on est dans la difficulté de prédire un pronostic pour un patient. Donc moi, ma conclusion est la suivante. J'ai bataillé pour que l'échographie thyroïdienne soit celle de l'endocrinologue. Je fais l'échographie depuis 18 ans et j'étais la première à faire l'échographie et je me suis inscrite malgré que le professeur qui faisait les DU ne voulait pas de mon inscription. Elle m'a remballé. Elle m'a dit, ou endocrinologue, on n'en avait pas besoin. Donc j'ai bataillé pour m'inscrire. Et je me suis inscrite et je vous invite vivement à faire l'échographie thyroïdienne. Un endocrinologue qui fait de la thyroïde sans échographie, c'est un peu quelque chose qui... c'est le stéthoscope de notre spécialité. À l'instar de ce que fait le gastro-entérologue, le cardiologue, le gynécologue, je pense que l'échographie thyroïdienne nous revient de droit. Il ne faut plus avoir le compte-rendu du radiologue et se jeter dessus et voir ce qu'il nous raconte. Il faut prendre le cliché et vérifier ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Si on ne peut pas faire l'échographie, avoir quand même l'œil, savoir reconnaître un hypoécogène, c'est très facile. L'hypo, c'est 4A direct. On est facilité maintenant. Un ou plus de signes, 4, un des 4 signes, on est dans le 5 déjà. L'iso-pellifère, on est dans le 3. Le kyste, on est dans le 2. C'est très simple. Donc, des fois, on trouve des fautes, des erreurs. On nous décrit un nodule hypoécogène Tayrat 3. Ça la fout mal. Et quand vous dites au patient, non, c'est un 4, il ne sait plus sur quel pied danser. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Donc, j'aimerais que l'endocrinologue fasse un pas vers l'échographie. Plusieurs endocrinologues sont maintenant sur l'échographie. S'il faut être, quand il est sorti dans le privé, il a compris lui aussi, comme ce que j'avais compris moi. Moi, quand j'ai ouvert mon cabinet, j'ai fermé pendant 6 mois. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche dans cette spécialité. Il faut absolument connaître notre échographe. S'il faut être la fée, Shafir, docteur Gamari, madame... plusieurs maintenant sont sur l'échographie. Ça, c'est ma conclusion. Je ne peux pas conclure sur le Tayrat, mais je terminerai. M. Samraouni, hier, l'a si bien dit. Il a invité tout le monde à faire l'échographie thyroïdienne. Donc, j'espère que vous allez m'écouter. Est-ce que vous avez des questions? Et faire nos propres Tayrat également. Pourquoi suivre toujours les Européens si à chaque fois ils nous rapportent des Tayrat? Alors, on n'a pas suivi celle de l'E-Tayrat. Maintenant, on est sur la Tayrat 2013 qui nous convient. À chaque fois, ils changent les classifications, je suis comme ça peut-être. Non, mais ils se ressemblent. Entre le Kairat, le coréen et le
l'américain et le chilien et l'anglais et le francophone et l'européen, ils se ressemblent. Malgré qu'ils sont éparpillés dans le monde, les fortes substances se ressemblent. Les microclassifications, la forme qui est irrégulière, les contours, c'est-à-dire il y a un chevauchement. Ça reste également, ça reste aussi l'instinct et la décision personnelle du médecin. C'est-à-dire des fois on n'est pas dans le... Non, ça va être de l'anarchie. Non, c'est-à-dire des fois on décide, malgré qu'on n'a pas les tirades, ça nous semble bénin, mais un truc qui n'est pas bien, c'est-à-dire on décide de faire la circonfonction, ce que vous avez décidé pour le 6 mm. Non, mais parce qu'il y a soit un contexte à risque. Il suffit d'avoir un petit signe contre vous avez décidé de circonfonctionner à 6 mm. On a décidé de fonctionner parce qu'il y avait le contact capsulaire. Il y avait le contact capsulaire, rappelez-vous. Et le contact capsulaire. Hier, il a dit ici l'avis du patient. Je ne sais pas comment l'avis du patient. Vous avez dit, des fois, il y a à la demande du patient, j'ai fait cette situation. Non, parce qu'il y a des fois, les patients qui sont cancérophobes. Il nous arrive. Je vais répondre pour la séance d'hier, si vous permettez. Justement, comme il vous a été montré, un nodule maintenant, on essaie de trouver, on n'est pas encore arrivé à la meilleure classification. Je le dis, franchement, à mon avis, que ce soit la thyroïde de Chili, ou la K-thyroïde, ou la F-thyroïde, ou la E-thyroïde, ou la CR-thyroïde, on n'est pas encore arrivé à la bonne classification. La E-thyroïde a essayé de tout simplifier, elle a trop simplifié, mais elle a compliqué les choses encore. Un petit nodule isoécogène qui est rond, d'accord? Il a un critère de non-ovale. Est-ce qu'on va le mettre dans le 5? Oui, pour la E-thyroïde. Non, c'est un 3 pour les autres. Alors entre un 3 et un 5, là on est coincé. Faut-il le ponctionner? Quand il mesure 1 cm, 1,30, tu veux le ponctionner selon la E-thyroïde, oui, tu dois le ponctionner. Mais selon la K-thyroïde, non, il ne faut pas le toucher. C'est un nodule qui est bénin. Donc finalement, ce sont des améliorations de la thyroïde. La E-thyroïde va vivre un certain temps, puis il y aura une autre thyroïde qui va venir, qui va essayer de nous éclairer un peu plus. Mais pour l'instant, on a essayé de travailler avec la thyroïde, on a trouvé que nous allons ponctionner tout le monde. Personne ne va rester. Donc on s'était dit stop, arrêtons tout ça. Revenons à la thyroïde de 2013. Revenons même à la K-thyroïde des fois. Voilà. Un jour, on était en train de regarder un nodule, Halima le classait E-thyroïde 2. Moi, je disais thyroïde 3, me dis-tu toujours dans le jury. Moi, je n'arrive pas à revenir moi, je n'arrive pas à avancer vers la E-thyroïde. Parce que je trouve, quand j'ai avancé, j'ai trouvé que tous ceux qui passent on doit mettre une aiguille dedans. Ce qui n'est pas possible. Je crois que Gilles Russe a essayé de simplifier, mais elle a trop simplifié. Et que les deux classes 4A et 4B n'étaient pas faites pour compliquer les choses, mais plutôt pour mettre une ligne, une frontière qui n'est pas bien tracée, qui reste floue, entre les deux sous-groupes, pour dire que celui-là, soyez tranquille, et celui-là, n'hésitez pas à toucher à la ponction. Alors, s'il vous plaît. Juste pour répondre à la dame, effectivement, des fois, on a affaire à des patients qui sont cancérophobes. Oui. Donc, quand on a par exemple un nodule qui a 8-7 mm, et s'il est cancérophobe, il est conseillé de lui faire la stop-ponction. Comme ça, il est tranquille. Ça la rassure. Donc, voici pour. C'est la cancer, voilà. Bonjour tout le monde, si vous me permettez. Alors, je tiens à vous remercier pour votre acharnement, pour votre effort fourni à la dernière minute. On est très ravis de ce résultat. Oui, je sais. Avec ce trio de choc. Oui, ça c'est bon. Donc, merci beaucoup pour cette mise à jour, mise au point par rapport à la dernière classification pour Thyroïde. Comme a dit le professeur Andréo, ça nous a facilité les choses, mais en même temps, ça nous a compliqué les choses. D'ailleurs, entre la dernière version et la nouvelle version, on a eu du mal à classer nos nodules. Mais ça reste un moyen pour poser l'indication du site de fonction ou non. Et je reviens également à la réflexion du docteur Elissa par rapport aux patients cancérophobes. Dernièrement, il n'y a même pas 3 mois, j'ai eu une patiente qui a fait
je crois qu'il a vu 4 endocrinos, qui a fait 4 échographies et qui a fait 2 cytoponctions. Alors que c'était vraiment très évident. Et jusqu'à présent, je l'ai perdu de vue. Les 2 cytoponctions. Pardon? À quelle période? Les 2 cytoponctions, je crois, à 1 mois d'intervalle. C'est pas conseillé. Oui, mais je sais, mais elle s'est acharnée à voir, à notre avis, à faire. Et ça fait pratiquement 1 mois et demi que je ne l'ai pas revu. Je suis sûr qu'il est allé ailleurs pour faire autre chose et demander à. Mais ça reste un moyen, je trouve que, comme a dit Mme Hakam, il faut travailler sur les coups, il faut avoir la main, parce que malheureusement, on reçoit très souvent des comptes rendus. On n'arrive pas, et on revient souvent sur les clichés, et on trouve qu'il y a une discordance. On ne voit jamais la numérotation et le schéma, jamais. Donc c'est des choses qui sont très utiles, aussi bien pour poser l'indication du cytoponction ou bien pour la surveillance, mais malheureusement on n'a pas ça. Donc il faut se mettre à... Et merci beaucoup. Je ne voudrais pas dire que les radiologues ne connaissent pas leur travail, c'est pas vrai. Non, non, non. C'est que ça ne les intéresse pas. Voilà. Pour résumer, ça les intéresse, les IRM, les scanners, les ceci, les cela. Une échographie, ça prend du temps. Quand vous avez 10 minutes, ça vous prend 1 heure pour schématiser le N1, le N2, le volume, etc., le placer sur le schéma. Lui, le radiologue n'est pas intéressé par passer 1 heure sur une échographie. Donc, ça nous revient de droit. Il faut faire l'échographie. Voilà. Bonjour tout le monde, docteur Diane de Marrakech. Juste une question un peu pratique. Comment faire la différence? Parfois, c'est un peu difficile de faire la différence entre un module qui est anéchogène et un module qui est fortement hypoéchogène. Le module anéchogène, il y a un renforcement postérieur. Mais le renforcement postérieur, parfois, on peut le voir dans des nodules solides, quand c'est fibreux. Non, le renforcement postérieur, c'est ce que disent les radiologues. Parfois, des nodules fibreux. Voilà, donc vous retrouvez le renforcement postérieur général. Et puis le Doppler. Mais le renforcement postérieur, il est bien visible dans un nodule kystique, il ne l'est pas dans un fortement hypoéchogène. Vous avez vu les hypoéchogènes qu'on a cytoponctionnés, il n'y avait pas de renforcement du tout. Je pense que quand même c'est évident. Oui. C'est 3 à 6 mois. 6 mois, c'est bien. Ben justement, c'est là la difficulté, parce que le TERRAS 5 actuel, le TERRAS englobe le 4P. Et dans le 4P, le risque était de 67%. On a donc le reste qui est bénin. Et c'est la complexité de l'EUTAIRAS. Nous sommes maintenant, je reviens, j'ai commencé à donner mon compte rendu en EUTAIRAS et je voyais que Fouad restait dans l'EUTAIRAS. Je lui en voulais un petit peu, je voulais le bousculer pour qu'il fasse. Je suis en train de revenir. Voilà. C'est bien. Lobectomie dans un folliculaire qui est petit, oui. On fait la lobectomie. Échographie. Le taux TG, ben, il n'a plus de valeur à ce moment-là. Si il n'a plus de valeur, il faut faire une totalisation, il y a une thérapie, etc. C'est là pour la courbiopsie. Quand il y a une discordance entre la cytologie, effectivement, quand il y a une discordance entre la cytologie et la cytoponction, on fait la courbiopsie. La courbiopsie, on a mis du carotte et ça peut donner plus de tissu pour et mettre à l'aise le cytopathologiste. La cytologie. Il faut relire les larmes, moi j'ai jamais eu ça. C'était un indifférencié. Non, c'était un différencié. Il y avait un taux de TG très élevé. Un différencié. Mais l'anapathe, je parle de l'anapathe, relure, etc., c'était potentiel malin incertain. Je ne sais pas si ça vous arrive à voir des cas. Pas à ma connaissance. Parce que lorsque le vésicule est trop bien différencié, il devient... Il peut confondre, bien sûr, tout à fait.
Comment 3 à 6 mois. 3 à 6 mois d'intervalle. 3 à 6 mois, oui, absolument. Parce que la cytoponction crée des lésions inflammatoires et des remaniements, et le cytopathologistes, à ce moment-là, il ne peut pas vous répondre de manière claire et... S'il vous plaît, est-ce que vous disposez de l'élastographie? Non. Donc, de toute façon, elle a disparu de l'E-Tyras, vous avez vu. mais pour le F-Tyras. Pardon? Si on revient sur le F-Tyras, l'élastographie... Oui, mais on n'a jamais utilisé, même Jean Dramaluni, là, il y a un ami à qui j'ai travaillé, il n'utilisait pas l'élastographie. Donc on classe sans Non, pas du tout. Les 4 signes sont... Et comme a dit Nadia, même s'il y a plusieurs guidelines, les 4 signes cardinaux restent les mêmes dans les différentes guidelines. Et la plus simple, c'était celle de Géros de 2013. Effectivement, la coréenne est un peu compliquée, la chilienne, n'en parlons pas. Donc, voilà. Ce n'est pas indispensable. D'abord, merci et grand bravo. Je vous invite à ne pas dépanner les autres, mais à faire vos communications. C'est très intéressant. Je suis toujours contente de vous entendre. Merci beaucoup. J'avais une conférence plénière qui était prévue, mais en fait, je ne devais pas être là. J'avais quelque chose que j'ai décalé. Donc, je me suis retirée il y a un mois. Comme j'étais là, présente, j'ai fait le faisant fonction. Ça ne me dérange pas. C'est pas grave. Devant un goitre nodulaire, on a souvent plusieurs nodules qui ont une indication pour la cytoponction. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Dans un goitre nodulaire, bon, on choisit le nodule. Dans un compte rendu, très souvent, vous allez voir carothéroïde en conclusion de volume de taille, volume global égal. Est-ce que c'est un goitre ou pas? Siège de nodule temps, de 7 ou 8 nodules, classé N1, N2, Tyras 2, N3, N4, Tyras 5, etc. Et en conclusion, indication de cytoponction pour le nodule N2, N3, N5 par exemple. Il faut aller sur les 3 nodules. Ou bien pas d'indication de cytoponction. Donc on les fait en même temps? En même temps. En même temps. Oh oui, en même temps. Bonjour, je veux demander pour la Tyras 5, pour la nouvelle classification E-Tyras, on va passer à la cytoponction presque systématique. Si on a un bénin sur la première cytoponction, est-ce qu'on passe directement à la biopsie ou bien on doit refaire... C'est le 5. Même quand il est bénin, il faut attendre. Surveiller échographiquement et surtout ne pas faire des échographies rapprochées. Il faut attendre au moins une année pour une échographie parce que l'évaluation d'une augmentation du volume d'un nodule ou de l'apparition d'autres signes de suspicion va mettre du temps. Le cancer de la thyroïde, c'est un cancer qui est lent. Donc il faut attendre au moins une année pour refaire une échographie. Nous voyons des échographies tous les 30 ans, ça veut strictement rien dire. Il faut attendre une année. Et si vous voyez qu'il y a une augmentation de la taille de plus de 2 mm dans 2 axes, soit le diamètre antérieur-postérieur, le transverse ou le longe, et ou une augmentation de 50% du volume du nodule, à ce moment-là, vous reposez l'indication d'une nouvelle cytoponction. Ou de la corbiopsie, si vous utilisez la corbiopsie, nous ne la faisons pas encore. C'est dans le programme. Voilà. Puis je voulais vous dire, dans un compte rendu, il faut toujours avoir N1, N2, N3, N4, on les décrit. On met le volume actuel et le volume antérieur et mettre entre parenthèses pourcentage d'augmentation, stabilisation, augmentation de 20%, augmentation de 30%, diminution. Ça, c'est un compte rendu qui est détaillé et que fait Gilles Russe, que fait Jean Tramalonier, que fait Hervé Montpessin, qui sont les pionniers de l'échographie en France. Il faut garder le même radiologue. Pardon? Que le même radiologue soit le même. Nous ne gardons pas le même radiologue, nous faisons notre propre échographie. Non, c'est-à-dire pour avoir l'antécédent. Si le patient ramène une échographie telle que nous la recevons, elle n'est jamais, il y a ni N1, N2, les radiologues ne la font pas. Nous commençons par faire notre propre échographie et nous suivons de cette manière. Et si mon malade passe chez vous, vous allez être à l'aise. Vous allez aller au nodule N1, supérieur lobaire gauche par exemple, vous allez le mesurer, vous allez avoir. Donc N1, il s'appelle N1. Celui qui est en dessous, qui est postérieur, il s'appelle N2. Et donc c'est très très simple et très facile. Par contre, quand ce n'est pas codifié comme ça, vous n'allez pas vous retrouver avec une thyroïde, avec 10 nodules, c'est... Moi, je ne retrouve pas. Vous avez apparemment une large série. Est-ce que vous avez comparé
vos classifications avec le résultat de la cytologie. Pour voir, nous allons travailler dessus. Ah, d'accord. Nous sommes en train de ramasser la série. Oui. C'est très intéressant de revoir la série. Oui, effectivement. La concordance entre la classification terrasse et le pourcentage de validité, etc. Tout à fait. C'est dans les objets. Bon courage. Merci. Et ici, une autre question? La dernière question. Ah, monsieur Bémont. Oh là, c'est un plaisir. Hein. Bonjour. Je me présente, je suis radiologue. Oui. Je suis radiologue au CHU, à Marrakech. Je vais prendre un petit peu la défense des radiologues. Là. Bien sûr, on est là aussi pour je vais prendre la défense un petit peu. Oui. Pour le Mais on n'a pas parlé des radiologues de Marrakech. Ah oui. Vous êtes très bien. Moi, je parle de ceux de Rabat. Voilà. Juste pour le schéma, pour le contrôle qui est bien détaillé, c'est pas évident avec une vacation de 30 malades, 40 malades. Vous avez tout à fait raison. C'est pas évident de faire un schéma. C'est pas la même chose que 2-3 malades. De passer 30 malades, c'est pas évident. L'élastographie, vous faites pas d'élastographie? Non, l'élastographie, on l'avait pas. Qui l'a fait? Vous la faites? Vous, en tant que radiologue, vous la faites? Non, général. Pour le rythme de surveillance. C'est tous les ans. Tous les ans. C'est ce qui est recommandé. Jusqu'à 5 ans. C'est ce qui est... Ça dépend. En espace, tous les ans, puis tous les 2, tous les 3 ans. Et puis quand c'est stable, quand c'est inférieur à 10 mm, on s'arrête de faire les surveillances, c'est ce qui est recommandé. Donc, pour la généralisation de l'utilisation de l'échographe, je sais pas prendre. Écoutez, l'échographe, c'est le stéthoscope de tout médecin. Moi, je pense que ce n'est même plus un outil de radiologie. Vous faites de la radiologie, high radiologie, voltige, vous faites de l'IRM, de l'EGENSCA, etc. Ça devrait être le b.a.-ba de tout médecin. Moi, je pense que c'est le stéthoscope de tout. Moi, je dis c'est le prolongement de ma main. Tout simplement, l'échographie, c'est le prolongement de ma main. Je ne touche pas un foie. Quand il n'y a pas une hépatomie qui est importante, je ne peux pas savoir. Il ne faut pas banaliser quand même l'échographie. Je ne la banalise pas, mais je la... On voit des catastrophes. Je ne la banalise pas, mais je dis aux gens de s'informer et de se mettre à l'échographie. On va clôturer parce que... On clôture. Dernière question, monsieur Vémo. Enfin, un commentaire. Commentaire. On va poser une question. Voyons. Voyons. Il y a une dame derrière. Parce que ça a commencé déjà. Bonjour. Oui, bonjour. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de la cytoponction pour le thérapeutique. Parce que même si la nappate vous répond que c'est bénin, vous n'allez jamais être tranquille. Il y a des milliers de patients qui passent sur la table de chirurgie inutilement. Vous savez, regardez l'intervalle de confiance dans un TARAT 5, dans un score 5 de E-TARAT. C'est de 26 à 87% selon les séries. Vous ne passerez pas tous les gens qui vont. Est-ce que nous avons fait opérer un score 5 c'était bénin? Alors s'il vous plaît, monsieur Dumont, je vous demande de... Je peux pas parler. Non. Non, je vais faire un petit commentaire. C'est le congrès africain d'endocrinologie. Donc j'étais au fond de la salle. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je suis très heureux de voir que globalement, au fond, vous dégagiez de la place de l'échographie, vous la soulignez, c'est remarquable. Moi, je me suis occupé de la thyroïdologie depuis tout le temps. Et puis il y a 20 ans, 25 ans, au fond, j'étais à l'origine de la création du diplôme d'échographie endocrinienne, ce qui s'est fait dans la douleur. Il ne faut pas croire que c'était facile, et c'était un combat. C'était au fond le combat que vous évoquez aussi. Globalement, l'imagerie, c'était chasse gardée des radiologues. Il n'était pas question que les spécialistes d'organes mettent leur nez dans l'imagerie. Donc, aidé en fait par le CNU, soutenu par la Société française d'endocrinologie, donc on a négocié avec les radiologues un diplôme. Et ce qu'on voulait, c'était un diplôme d'échographie endocrinienne, qui gère thyroïde et parathyroïde, qui gère le sein masculin, la gynécomastie, qui gère le testicule et qui gère également l'ovaire. Et au fond, on s'est heurté à un refus en disant c'est trop compliqué d'aller s'aventurer dans le pelvis sans voir le reste, c'est trop compliqué d'aller dans le cou sans voir le reste aussi. C'est comme ça qu'il y a eu un diplôme
qui était en fait général. Ça veut dire qu'il y avait les enseignements de base sur l'échographie, des bases d'ultrasonographie, plus le maniement des appareils, et des diplômes qui étaient spécialisés. C'est comme ça qu'on a eu le droit, somme toute, d'avoir un module d'échographie cervicale, un module d'échographie gynécologique sans l'obstétrique, parce qu'avant c'était avec l'obstétrique, urogénitale, et puis aussi le vasculaire. Et donc c'est vrai que les endocrinologues de plus en plus sont spécialisés. Il y a des gens qui font de la gynécologie endocrinienne, il y a des gens qui font du diabète, il y a des gens qui font de la thyroïde et des tumeurs souvent. C'est un peu comme ça que, somme toute, ça a trouvé sa place. Alors je vois qu'ici, c'est fort bien, enfin je veux dire, vous êtes complètement adepte à l'idée que quand on est endocrinologue, et notamment quand on s'intéresse à la thyroïde, on ne peut plus vivre sans faire de l'échographie, et vous avez raison. Mais je mets en garde contre l'idée que l'échographie, c'est facile. L'échographie, c'est très difficile. Et quand on voit les discordances qu'il peut y avoir entre les examens échographiques, le nombre d'erreurs qu'il peut y avoir, c'est considérable. Alors vous dites, les radiologues vont trop vite. Les radiologues sont excellents. Ils sont excellents dans l'imagerie. Souvent, ils n'ont pas une bonne connaissance des maladies. Quand ils disent thyroïdite, pour eux, au fond, thyroïdite aiguë, subaiguë, Riedel, au fond, tout ça, ça se mélange, base d'eau, c'est sans doute une forme de thyroïdite. Enfin, ils n'ont pas la même idée. Quand vous parlez de valeur pronostique de l'échographie dans les dysfonctions thyroïdiennes de Darron, au fond, on ne comprend pas bien, type 1, type 2, tout ça, ils ne connaissent pas bien. Donc c'est vrai que les endocrinologues ont un meilleur regard sur l'étiologie, sur la dysfonction, mais les radiologues sont excellents. Et se priver de l'apport des radiologues, c'est une erreur. Et chez nous, là, les jeunes qui en font, tous les élèves au fond, qui font de l'échographie maintenant, très très bien, il n'y a aucun souci, ont énormément appris des radiologues. Et chez nous, il y a toujours eu des radiologues qui venaient dans le service, et le dialogue entre radiologue et endocrinologue est excellent, et très important. Et donc je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir d'échographie que d'avoir une mauvaise échographie. Parce qu'en fait, globalement, si vous avez un compte rendu d'échographie qui fiche les données, et puis que c'est pas juste, c'est pire que de ne pas avoir une échographie. Et donc c'est pour ça que moi je mets en garde contre la banalisation de l'échographie. On fait des séminaires 2 jours, et puis après on achète un appareil, et puis on rend des comptes rendus d'échographie. C'est pas bon. Il faut vraiment avoir une formation spécifique avant de se mettre à l'échographie. Après, Thaïrad, comme vous dites, ça n'a pas grande importance. Je suis d'accord avec l'idée que tout ça, ça va évoluer. Et il y a certains endocrinologues ou radiologues qui restent au front Thaïrad traditionnel et qui n'ont pas accepté le Thaïrad. Et donc, d'ailleurs, souvent dans les comptes rendus, on passe de Thaïrad à Euthaïrad. Et donc, on voit bien que. Il faut avoir des origines européennes. Donc, tout à fait d'accord. Moi, je ne suis pas adepte de la biopsie. La cytologie, c'est un examen simple, c'est un examen que l'on peut répéter, c'est un examen que les gens malades redoutent, mais au fond, ils n'en gardent pas un très mauvais souvenir. La biopsie, on l'a fait autrefois. La biopsie, ça saigne, la biopsie, c'est un risque, la biopsie, ça ne donne pas toujours des résultats non plus tout à fait performants, et surtout pour ces malades qui sont un peu ambigus, vous n'allez pas pouvoir, et notamment si jamais on vous dit bénin, mais si jamais il faut répéter, vous n'allez pas pouvoir répéter en cytologie aussi, et donc refaire des biopsies. Les gens ont eu une biopsie une fois, mais ils n'en veulent plus jamais. Et donc c'est pas anodin la biopsie. Donc moi je ne suis pas. En revanche, je reste toujours accroché à l'idée qu'il faut laisser entendre aux malades qu'un nodule c'est bénin. Quand un malade vient, qu'il y a un nodule isolé, qu'il y a un nodule au sein d'un boîte multinodulaire, 95% des nodules sont bénins et ne se transforment pas. Il y a peu de vraisemblance qu'un nodule bénin devienne malin. Donc un adénovésiculaire, ça ne peut pas donner un papillaire, c'est impossible. Et la majorité des cancers sont des papillaires, donc il y a peu d'évidence qu'un nodule bénin devienne malin. Donc a priori c'est bénin. Et si globalement vous n'avez pas de certitude, il n'y a pas d'urgence. Les nodules thyroïdiens ne sont pas des urgences. Et c'est pour ça que faire des biopsies, moi, ça me révulse, pardon. Mais en revanche, moi, je suis un adepte de la scintigraphie. Pourquoi? Parce que 10 à 15% des nodules captent des isotopes, ce qui est un bon argument en faveur de la différenciation, c'est jamais absolument formel, et qu'on couple avec le BIPI ou le thallium, qui est un indice de cellullarité, et ce qui fait que si un nodule capte l'iode 123 ou technicien, presque certainement il est bénin, et s'il ne capte pas le BIPI ou le thallium, presque certainement c'est une exclusion de malignité. Donc ça c'est un examen extraordinairement simple, il faut savoir travailler avec les services de médecine nucléaire quand on peut y avoir accès, ils sont tout à fait partants pour limiter, c'est des scintigraphies non pas de première intention, mais de deuxième intention, notamment pour ces nodules. Et puis sinon, on attend. Et puis l'expérience montre que globalement, au bout de 6 mois, dans 2 ans, que ça ne bouge pas, voilà tout, on ne répète même pas la cytologie. Et si jamais éventuellement donc ça se modifie avec les critères que vous avez dit sur l'évolutivité,
activité, à ce moment-là, il est toujours temps de revenir. Et quelquefois, il y a des malades, c'est au bout de 2 ans, 3 ans, au bout de 6 ans, 7 ans, qu'il apparaît que c'est quand même un cancer. On fait une thyroïdectomie totale, on fait un curage, on fait un geste adapté, et c'est bien. Moi, je lutte contre la lobectomie, mauvais geste diagnostique. Si c'est un nodule bénin, il ne fallait pas faire de lobectomie, et si c'est un nodule malin, il ne fallait pas faire de lobectomie. Mauvais geste diagnostique, mauvais geste thérapeutique, il faut attendre, il faut laisser mûrir le diagnostic, on cueille le fruit quand il est mûr, et donc on peut attendre plutôt que de faire des trucs extravagants, des biopsies, des lobectomies inadaptées. Il faut laisser mûrir le diagnostic, c'est mon opinion, c'est mon message. Et maintenant, bonne chance à l'endocrinologie avec le parcours. Merci, Monsieur Vémo. Alors, les biopsies, voilà, on était un petit peu dans des centres de thyroïdologie. Je crois que les biopsies en prennent de plus en plus de place et que maintenant, il y a des centres de thyroïdologie qui ne font plus de cytoponction et qui font directement la biopsie. Bon, maintenant, avec du matériel qui est plus fin. Bon. Cela dit, moi, je voudrais ajouter un petit mot avant votre départ, c'est qu'un nodule, il vaut mieux le regarder sur écran. Et dans les futures classifications, le nodule sur écran, ça va sortir. Il vaut mieux voir le nodule sur écran. Vous allez le voir de tous les côtés et vous allez l'analyser et le classer. Je vous remercie. Merci. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir Dr Hakam parce qu'elle a fait cette présentation. Je la remercier au nom du bureau. En fait, je vous rappelle que c'est la vice-présidente du bureau de la SMEDJAN et qu'on a eu le désistement de Dr Kazab Omar il y a 48 heures et on l'a avisé hier soir, avant-hier soir, et c'était toute la journée. Non, hier matin. Mais elle a veillé pour la faire avec le professeur et Dr Kazab. Merci, Madame Hakam.